aujourd'hui El Tajín, au nord de l'état de Veracruz. Et alors je m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait autant de marchands de bibelots avant d'arriver sur le site. Parce qu'on n'est même pas encore sur le site. Mais il y a des allées et des allées et des allées. Alors c'est le site le plus visité dans l'état de Veracruz. Plus de 600 000 personnes qui viennent visiter ce site emblématique, un des plus beaux de tout le Mexique. Donc ils viennent tous les ans. Ah là là, j'avais pas vu la queue. Ah là 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 là. Je sais pas si j'ai bien choisi mon jour pour venir. Voilà, on est dimanche et j'en ai pour une petite demi-heure d'attente. El Tajín, venez pas le dimanche. J'ai sorti le parapluie pour me protéger du soleil pendant la file d'attente. Ça va, ça avance plutôt vite. C'est plutôt efficace l'entrée de El Tajín. Mais alors le monde, waouh, impressionnant quoi. Je vois pratiquement aucun occidental ni aucun touriste. C'est vraiment un site pour les Mexicains. C'est délirant. J'adore. Alors El Tajín, c'est super connu par les Mexicains notamment parce qu'ils viennent ici pour assister au spectacle des boleadores. Donc en fait c'est des gens qui sont suspendus par le bas au bout des cordes là. Donc là ils montent pour le moment. Et ils vont se jeter dans le vide pour ensuite faire des tours et des tours et des tours autour du poteau. Et il est hyper haut le poteau. Waouh, c'est impressionnant quoi. Alors pour le moment ils jouent de la flûte, du flutio. Là ils sont prêts à sauter en fait. Allez saute, saute pour la France et pour le Mexique. Voilà, je viens de passer à la caisse, mais en fait, c'est gratuit pour les Mexicains. Elle vient de me dire que c'est gratuit parce que c'est dimanche et du coup, c'est gratuit pour les Mexicains le dimanche. Donc voilà, moi j'ai payé 140 pesos avec la vidéo. Voilà, c'est clair que je vais pas être tout seul. À la différence de plein d'autres sites où je suis déjà allé. Puis alors, c'est les vacances. On est dimanche, ça doit être le deuxième dimanche des vacances ici au Mexique. Et bon c'est gratuit, ce site il est très connu notamment dans le coin, dans cette région du Mexique, et puis pas que, enfin de tout le Mexique, parce que c'est un des sites les plus emblématiques parce que plein de mystères. Je vous conte tout ça là dans la foulée. Le site, le coin serait occupé depuis des milliers d'années, entre 5 et 6 000 ans d'occupation par des chasseurs-cueilleurs avant qu'ils se sédentarisent. Et le site en lui-même de El Tajín s'est vraiment développé après la chute, d'après les archéologues, de Teotihuacan, à partir de 300-400 après Jésus-Christ jusqu'à 1200. Donc pendant 900 ans, El Tajín a été un site majeur de plusieurs dizaines de milliers d'habitants dans cette partie de la Mésoamérique. Jusqu'en 1230 où il y aurait eu un grand incendie provoqué sans doute par une guerre ou par une armée rivale qui a tout détruit, et le site a été complètement abandonné et n'a été redécouvert qu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'aucun Espagnol en arrivant ici, alors que c'est pas très loin de Veracruz, là où est arrivé Hernán Cortés au XVIe siècle. Donc pendant plus de presque 300 ans après que Hernán Cortés ait débarqué à Veracruz, et le site n'a pas été découvert. Il a fallu une espèce de coïncidence assez étrange pour que le site soit redécouvert en 1795, si je dis pas de bêtises. Et c'est cagnardo, le monde qu'il y a sous l'arbre pour se protéger du soleil. Excellent. Le peuple mexicain le dimanche. Et puis comme toujours, il y a un esprit de sérénité et de tranquillité dans ce site qui n'a bien évidemment pas été choisi par hasard par ceux qui l'ont construit. Ceux qui l'ont construit d'ailleurs, les archéologues, n'en savent rien. Il y a toujours des incertitudes sur l'origine réelle de ce site, ce qui les rend encore plus sympathiques, je trouve. Quand les archéologues ne savent pas
de quoi il retourne par rapport aux origines réelles du site, c'est que le site est d'autant plus intéressant. C'est moi qui vous le dis. Et nous voilà devant la fameuse pyramide des niches. Alors pourquoi fameuse, hein? Parce que c'est une architecture qui est unique dans l'histoire de la Mésoamérique. On voit pas du tout ce genre d'architecture ailleurs. À l'époque, apparemment, il y avait 365 niches. Comme vous voyez là, ça nous fait un bâtiment qui n'a absolument rien à voir avec les autres. Et alors, autre particularité, le béton qui est utilisé également pour les jointures, parce que là on a du béton, il est également unique dans toute la Mésoamérique. On n'a pas retrouvé d'autres exemples de béton aussi puissants. Et de l'autre côté de la pyramide, vous avez également tout un tas de niches là. À l'origine, il y avait des statues en fait qui ont été transportées dans différents musées, dont celui qui est à l'entrée. Voilà, une architecture unique dans l'histoire de la Mésoamérique. El Tajín. Encore quelques mots sur cette pyramide des niches, puisqu'elle aurait été construite sur un socle avec des dalles de plus de 8 tonnes. Voilà, c'est la petite info en plus sur cette pyramide des niches. Faire la transition avec ces énormes blocs qui ont été posés également à la base de ces structures. J'allais dire c'est un terrain de jeu de balle, mais non, ça n'a pas l'air, ça a l'air d'être autre chose. Donc il y a des sacrés gros blocs hein, quand même, certains qui doivent peser une tonne ou deux hein, au moins. Ah, le linteau là il doit faire facile 2-3 tonnes. Donc un autre des 17 terrains de jeux de balle hein, du site. Alors pourquoi 17 c'est un mystère. En tout cas c'est le site où il y en a le plus, 17. Ça avait une importance particulière dans le cadre de leur religion qui était basée sur le mouvement des planètes, du soleil et de la lune. Et donc c'était incarné à travers apparemment ce jeu de balle ici à El Tajín. De là à dire que la balle elle-même était une planète ou qui savait déjà à l'époque que c'était rond. Et qu'il y avait un sens avec cette histoire de balle qui était propulsée à travers un anneau. C'est complètement une hypothèse qui vient de moi. Je pose cette hypothèse. Petite visite sympathique d'El Tajín. Franchement, c'est un lieu qui valait le coup d'être vu. Faut le faire quand même hein. Bravo les gars. Me voilà donc à Cholula et sa pyramide dont on voit des traces juste devant et l'église construite par les Espagnols parce qu'ils ne savaient pas à l'époque, ou peut-être qu'ils le savaient, ils s'en foutaient, mais c'était tout en haut. Donc il fallait mettre une église. Et là du coup c'est le chemin pour accéder à l'église qui se trouve tout en haut de la pyramide. Donc je vais grimper, marcher, ascensionner, parce qu'il y a un petit dénivelé quand même là pour monter. Voir un gros dénivelé quand même. Ah, je vais finir par y arriver hein. Elle est juste là. L'église au sommet de la pyramide de Cholula. Et au sommet on a une vue imprenable sur les environs. Derrière moi l'église construite par les Espagnols au sommet de ce qu'ils pensaient être une colline. Bon, il y a des chances qu'ils savaient peut-être que c'était une construction préhispanique. Quoi qu'il en soit, ils s'imaginaient peut-être pas que c'était la plus grande pyramide de la Terre en termes de volume de construction, hein, puisque la pyramide de Cholula est la plus grande pyramide de toute la planète Terre. Pour le moment. Hein.
Alors, avant de revenir sur cette histoire de plus grande pyramide du monde, en volume évidemment, je voulais vous montrer ces images que j'ai prises dans le bus avant d'arriver sur le site. On y voit en arrière-plan le Popocatépetl, un volcan bien connu du Mexique, car toujours actif et qui culmine à près de 5400 mètres d'altitude. Et devant lui, la colline de la pyramide de Cholula avec cette église jaune à son sommet. L'effet n'est-il pas saisissant? Une autre chose que je souhaitais vous montrer, c'est l'apparition régulière d'ovnis, ou de ce qui ressemble fortement à des ovnis, aux alentours du sommet de ce même volcan, Popocatépetl. Et comment on peut voir ça? Eh bien grâce aux caméras qui surveillent le volcan nuit et jour, dont je vous montre quelques extraits sur cette diapo. Je passe rapidement car je vais vous montrer les vidéos après. Et qu'est-ce qui explique la présence de ces caméras de surveillance? Oui Maurice? Est-ce que ce serait pas pour surveiller les ovnis par hasard? Alors non, Maurice, c'est tout simplement parce que le Popocatépetl, qui est un des volcans les plus actifs au monde, se trouve à quelques kilomètres de Mexico et de Puebla, soit la première et la deuxième ville du Mexique, soit 23 millions d'habitants qui vivent à proximité de ce risque permanent. À titre d'exemple, comme vous le voyez sur cette photo, la dernière éruption date de mai 2023. Alors il n'est pas le seul volcan du secteur, puisque 3 autres volcans de plus de 4000 mètres entourent également Mexico, le Popocatépetl étant le plus actif de tous et donc le plus surveillé. Et donc voilà, je vous montre des vidéos issues de ces caméras de surveillance, des images qui sont même passées pour certaines à la télé mexicaine. On a donc ce gros cigare de plusieurs centaines de long qui va et qui vient, puis qui rentre carrément dans le volcan. Et puis on a ces boules de lumière, toujours prises de la même caméra. Le trucage semble peu probable, et donc si c'est pas un trucage, qu'est-ce que c'est? Donc voilà ce que je voulais vous montrer de ce volcan Popocatépetl qui se trouve juste derrière la pyramide de Cholula sur cette photo. Mais au fait, elle est où cette pyramide? Parce que là on ne voit qu'une grosse colline de terre et l'église en jaune posée dessus. Eh bien la pyramide se trouve sous les quelques mètres de terre qui la recouvrent, comme vous le montre cette reconstitution que j'ai shippée du documentaire de Graham Hancock sur Netflix. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à remercier Graham. You are welcome, me répond-il, ce qui signifie de rien. Sacré Graham. Bref, que disais-je? Ah oui, la structure de cette pyramide est similaire à celle de la pyramide du soleil de Teotihuacan qui se trouve à 90 km de là. Et en termes de mensuration, la pyramide de Cholula mesure 450 mètres de chaque côté et 66 mètres de hauteur, ce qui fait qu'elle est moins haute que la grande pyramide de Gizeh, mais elle est environ 1,1 fois plus volumineuse que la grande pyramide, faisant donc d'elle la plus grande pyramide du monde en volume. Autre caractéristique notable, nous dit Graham sur Netflix, elle a été bâtie sur une source d'eau, exactement comme j'avais pu vous le montrer dans de précédentes vidéos, sous le castillo de Chichen Itza ou sous le temple des inscriptions de Palenque, là où a été inhumé le roi Pakal. En ce qui concerne l'âge de cette gigantesque pyramide, il apparaît qu'elle a subi plusieurs phases de construction. La première phase ici en moins 500 avant JC, la seconde phase vers plus 300 après JC, et la dernière phase, soit la pyramide telle qu'elle est aujourd'hui, vers plus 700 après JC, soit plus de 1000 ans de construction pour parvenir à ce résultat. Alors qui a construit cette si colossale structure? Apparemment les Toltecs, puis les Mixtèques, et enfin les Aztèques se seraient succédés au fil des siècles pour agrandir progressivement cette pyramide jusqu'à son résultat final. Mais dans le documentaire sur Netflix, Graham Hancock évoque une légende concernant d'autres bâtisseurs. Il s'agit d'une légende qui explique que la pyramide de Cholula aurait été construite par 7 géants rescapés du déluge sous la conduite de leur frère aîné Chelua, surnommé l'architecte. Intéressante cette légende, je trouve. Je trouve aussi, Maurice. Pourrait-il s'agir de géants mi-humains, mi-molettes, enfin mi-aliens, comme ceux dont parle Anton Parks dans ses chroniques d'Unirku, et qui auraient pu accompagner Horus, alias Quetzalcoatl, lorsqu'il aurait construit Teotihuacan vers 3300 avant JC, d'après ce qu'Anton Parks peut raconter?
et qu'ensuite on peut imaginer que lui ou certains de ces géants auraient pu participer à la construction d'autres sites aux alentours, comme par exemple Cholula, car Teotihuacan et Cholula ne sont éloignés que de 90 km. Dans cette optique, Cholula serait de toute façon plus récente que l'hypothèse de Graham Hancock, qui lui évoque les rescapés d'un gigantesque déluge il y a environ 12 000 ans, dont Quetzalcoatl serait également un des rescapés. Une chose est sûre, c'est qu'à l'inverse de ce que vous voyez sur cette image, à savoir Graham qui se balade tranquillou dans les souterrains de la pyramide, on ne peut plus rentrer dans les tunnels à l'intérieur de la pyramide puisque c'est fermé. Oh! Qu'est-ce que c'est? Une espèce de... C'est une espèce de gros rat? Qu'est-ce que c'est la bestiole là? Oui, donc je disais que depuis la pandémie, ils ont fermé l'accès à la pyramide et ils ne l'ont pas rouvert. Voilà, donc et sans qu'on sache quand est-ce qu'ils vont pouvoir la rouvrir aux touristes. On voit que c'est quand même une sacrée architecture. Hein. Ils nous ont fait des murs balèzes. On sentait qu'il fallait que ça tienne dans le temps. Vraiment des murs balèzes. Alors, je viens de voir un guide qui vient de taper des mains pour refaire le bruit du Quetzal. Donc, bah voilà, je vais tenter le coup. Eh ben, il semblerait que ça marche. Donc ça marche vraiment, vraiment partout. Putain, on dirait une porte des étoiles. Délirant. Et là, je vous laisse vous-même vous poser la question de ce que c'est. Un être avec des grands yeux. Comme Manuel Terrac a su en montrer des centaines à travers le monde. Donc là, on a encore une espèce de porte comme j'avais pu vous montrer déjà au Pérou ou en Corée ou en Égypte ou comme en Éthiopie. Très étonnant de retrouver ça ici. Je m'attendais pas du tout à ça. En fait, ça fait partie de ces portes dites de passage dans un autre monde. Alors soit une autre dimension, soit aller dans les mondes souterrains ou je ne sais où. Mais très clairement, ça, moi, je pense très sérieusement que c'est ça. Et ce qui est très étonnant, c'est que la pierre en elle-même, qui a servi à la gravure, en fait, n'est pas du tout la même que les autres pierres qui ont servi à la construction. C'est très étonnant et ça fait des frissons dans le dos. Rien que de penser de pouvoir passer à travers avec une formule magique à des moments clés de l'année, par exemple. Et c'est sur cette magnifique vue de l'église qui surplombe la pyramide de Cholula que je vous quitte. La prochaine fois, nous allons voir les Atlantes de Tula. Hasta luego!